armées. Mon général, rebonsoir et toutes nos félicitations à vous et à vos hommes sur les théâtres d'opération. Merci beaucoup. Alors, on l'a vu sur les images, vos troupes mènent une opération de ratissage à Néfis. Comment se présente la situation au moment où nous parlons? Merci encore, madame. Merci de cette invitation. Et, quand je viens ici, c'est pour parler de la situation donc, des opérations, ce qui se passe sur le terrain, notamment par rapport aux opérations dernières qu'on a conduites en direction de Néfis. Alors, permettez-moi d'adresser mes premiers mots donc, à ces hommes que vous voyez qui se battent jour et nuit et continuent pour les dire toutes mes félicitations, les encourager donc, pour ce qu'ils sont en train de faire. Aussi, présenter mes condoléances pour ceux d'entre nos hommes, donc nos martyrs qui sont tombés à l'occasion donc de ces opérations-là. Et puis souhaiter prompt rétablissement aussi à nos blessés. Ensuite, pour ce qui concerne la situation qui prévaut aujourd'hui à Néfis. Donc je voudrais pour donner l'information à tous nos concitoyens que la situation à Néfis est totalement maîtrisée, elle est sous contrôle et vous pouvez le voir vous-même. Donc nos hommes, après plus de 20 heures donc, de manœuvres et de combat, ont pu rentrer, donc casser le verrou à Néfis et puis ravitailler nos hommes là-bas. Parce que cette opération avait pour but principal, je dois dire, de ravitailler d'abord nos hommes qui étaient en tout cas à Néfis, mais pas que ça, parce qu'il fallait aussi faire le maximum de faits sur l'ennemi, en tout cas pour lui briser ses moyens. Voilà. Ok. Alors oui, les attaques coordonnées du 4 juillet ont concerné plusieurs de vos emprises. Les autres ont été vite repoussées. Pourquoi la bataille d'Anéfis a autant duré? Oui, la bataille d'Anéfis a duré parce que Anéfis rentre dans un plan global. Alors, donc, le fait que l'ennemi ait pris la décision donc, de submerger Néfis, de sortir avec tous ses moyens, fait partie de nos prévisions en réalité. Pourquoi? Parce que quand nous cédions Kidal et Tesseri, l'ennemi était loin d'imaginer que voilà, il pouvait se retrouver face à la résistance qu'on lui a imposée en ces moments-là, parce qu'on a fait en sorte qu'il soit euphorisé par ce retrait temporaire de la ville de Kidal pour nous permettre de l'avoir apporté, parce qu'il fallait que cet ennemi-là, il sorte tous ses moyens, parce que chaque fois qu'on va à son contact, qu'on va à sa recherche, donc il arrive à se dissimuler, à se cacher, ainsi de suite. Donc Néfis, c'est un terrain véritablement plat, et puis il a eu le temps, cet ennemi, de sortir, et ça nous a permis, en tout cas, donc, de l'avoir de manière frontale, et puis de manière très brutale, donc on a... Le général de division Élysée Jean Dao, il donne là les explications de ce qui se passe ou ce qui s'est passé à Néfis. Vous savez qu'il faut toujours être vigilant, très très vigilant. Et il était sur les antennes de ORTM, Office de radio et télévision malienne, pour expliquer ce qui s'est passé. Parce qu'il ne faut pas laisser les médias menteurs venir désinformer les gens avec les hiboux comme Sèche Hibou, qui n'est pas dans le Sahel, mais à chaque fois que les chaînes impérialistes le prennent, c'est un autre correspondant dans le Sahel. Sèche n'est pas dans le Sahel. Il n'est pas au Mali, il n'est pas au Burkina, il n'est pas au Niger, il n'est pas au Tchad, il n'est pas en Algérie. Il est donc dans quel Sahel? C'est ce qu'on veut bien comprendre. Donc vous comprenez les amis que ces gars-là, c'est des petits manipulateurs, c'est des petits plaisantants. Les amis, je vais vous faire suivre l'intégralité de la sortie du général Élysée Jean Dao. On l'écoute. Alors, on l'a vu sur les images, vos troupes mènent une opération de ratissage à Néfis. Comment se présente la situation au moment où nous parlons? Merci encore, madame. Merci pour cette invitation. Et, quand je viens ici, c'est pour parler de la situation donc, des opérations, ce qui se passe sur le terrain, notamment par rapport aux opérations dernières qu'on a conduites en direction de Néfis. Alors, permettez-moi d'adresser mes premiers mots donc, à ces hommes que vous voyez qui se battent jour et nuit et continuent pour les dire toutes mes félicitations, les encourager donc pour ce qu'ils sont en train de faire. Aussi, présenter mes condoléances pour ceux d'entre nos hommes, donc nos martyrs qui sont tombés à l'occasion donc de ces opérations-là. Et puis souhaiter prompt rétablissement aussi à nos blessés. Ensuite, pour ce qui concerne la situation qui prévaut aujourd'hui à Néfis. Donc je voudrais pour en tout cas, donner l'information à tous nos concitoyens que la situation à Néfis est totalement maîtrisée, elle est sous contrôle et vous pouvez le voir vous-même. Donc nos hommes, après plus de 20 heures donc, de manœuvres et de combat, ont pu rentrer, donc casser le verrou à Néfis et puis ravitailler nos hommes là-bas, parce que cette opération avait pour but principal, je dois dire, de ravitailler d'abord nos hommes qui étaient en tout cas à Néfis, mais pas que ça, parce qu'il fallait aussi faire le maximum de faits sur l'ennemi, en tout cas pour lui briser ses moyens. Voilà. Ok. Alors oui, les attaques coordonnées du 4 juillet ont concerné plusieurs de vos emprises. Les autres ont été vite repoussées. Pourquoi la bataille d'Anéfis a autant duré? Oui, la bataille d'Anéfis a duré parce que Néfis rentre dans un plan global. Alors, donc, le fait que l'ennemi ait pris la décision donc, de submerger Néfis, de sortir avec tous ses moyens, fait partie de nos prévisions en réalité. Pourquoi? Parce que quand nous cédions Kidal et Tesseri,
l'ennemi était loin d'imaginer que, voilà, il pouvait se retrouver face à la résistance qu'on lui a imposée en ces moments-là, parce qu'on a fait en sorte qu'il soit euphorisé par ce retrait temporaire de la ville de Kidal, pour nous permettre de l'avoir apporté, parce que il fallait que cet ennemi-là, il sorte tous ses moyens, parce que chaque fois qu'on va à son contact, qu'on va à sa recherche, donc il arrive à se dissimuler, à se cacher, ainsi de suite. Donc en effet, c'est un terrain véritablement plat, et puis il a eu le temps, cet ennemi, de sortir, et ça nous a permis, en tout cas, donc de l'avoir de manière frontale, et puis de manière très brutale, donc on l'a frappé. D'accord. Alors, on va sur les traces de nos FAMA avec Sira Bachili, en effet, sous le contrôle total des forces armées maliennes. Résultat d'opérations coordonnées par les FAMA et leurs partenaires. L'état-major général des armées confirme qu'un important convoi logistique en provenance de Gao est arrivé, et vous l'avez même vu tout à l'heure dans le reportage de Sidi El-Medi Ag Al-Baka, itinéraire sécurisé malgré plusieurs accrochages avec les groupes armés terroristes. Des opérations qui se poursuivront avec rigueur sur toute l'étendue du territoire national, ainsi que la traque des terroristes jusque dans leur dernier retranchement. Suivons. Le lion a rugi à Néfis. Les guerriers du Mali contrôlent cette zone stratégique du pays. Fin de séjour clandestin des groupes armés terroristes dans cette localité. C'est la riposte d'une armée dévouée réaffirmant son engagement pour la sauvegarde de la patrie et l'intégrité du territoire du Mali en digne héritier de ses aïeux. Une ordonnance qui panse une plaie qui avait donné l'impression de gangréner. Résultat des opérations conjointes sur l'ensemble du territoire menées par les forces armées maliennes, appuyées par leurs partenaires d'Africa Corps. Dans un communiqué officiel, l'état-major général des armées précise que dans la nuit du 9 juillet 2026, un important convoi logistique en provenance de Gao est arrivé à Anéfis. Les actions aéroterrestres engagées ont permis donc de sécuriser l'itinéraire et l'entrée dans la localité, cela malgré plusieurs accrochages et embuscades menées par les groupes armés terroristes du JNIM, du FLA et de leurs alliés qui ont donc recouru à des drones kamikazes. L'ennemi a donc plié bagage. Un détail important, 48 heures auparavant, les FAMA avaient nettoyé les positions stratégiques tenues par les terroristes à Anéfis, rétablissant les conditions nécessaires à la progression du dispositif. L'état-major général des armées communique sur le bilan provisoire des opérations aéroterrestres de ces dernières 24 heures sur les différents théâtres. Il fait état de 15 frappes aériennes dans les localités d'Anéfis, Tablichat Gao et Koulebalé-Sévaré, 12 véhicules de combat détruits, près d'une centaine de terroristes neutralisés. Des opérations qui se poursuivront avec détermination, rigueur et professionnalisme avec la traque des groupes armés terroristes jusque dans leur dernier retranchement sur toute l'étendue du territoire national. Une assurance donnée par l'état-major général des forces armées, la bravoure par les actes. Alors, mon général, quels étaient les enjeux concrètement? Alors, les enjeux de Anéfis sont nombreux. Alors, du point de vue tactique pour nous d'abord, mais surtout quand je veux parler du côté ennemi, c'était surtout stratégique. Parce que, comme je venais de l'annoncer, le fait pour l'ennemi de penser que céder la ville de Kidal était une faiblesse, céder la ville de Tessel était une faiblesse, donc tout de suite, alors il s'est permis donc de sortir avec tous les moyens qu'il avait en tout cas apportés, et que l'on a détruit une première fois, et ensuite ayant reçu des renforts donc de certaines parties, donc de certains de nos pays frontaliers, alors que nous avons ensuite brisé. Donc cela faisait partie, nous aussi, de notre stratégie, en fait. Donc, l'enjeu pour nous, en effet, c'est surtout tactique, parce qu'en effet, ça nous permettait, du moins, ça nous permet toujours de garder la porte sur Kidal et de continuer à protéger Agalok, puis Tessalit. Mais nous souhaitions que l'ennemi sorte avec toutes ses forces, parce que c'est toujours caché. Il l'a fait cette fois-ci. On l'a frappé durement, 3 fois d'ailleurs, après toutes ces heures de manœuvre, donc de combat donc, et d'appui fait. Et c'est là, l'ennemi s'est rendu compte, en tout cas, que en tout cas, les moyens qu'il a engagés, espérant récupérer Anéfis, donc c'était vain pour lui. Alors pour eux, avoir Anéfis allait nous couper de notre unité, notre emprise d'Agalok. Mais voilà, donc on était là pour montrer que, conformément à nos plans, il fallait laisser à l'ennemi une certaine conviction donc, de notre faiblesse et puis donc le frapper donc de plein fouet. Ok. En quoi cette localité peut-elle être considérée comme stratégique pour les deux parties? Oui, stratégique pour surtout les groupes armés, parce que pour eux, quand ils ont Anéfis, donc Anéfis, c'est la porte aussi, je dirais, donc à la sortie de Kidal vers Gao. Alors, du coup, c'est un terrain dans lequel, donc sur lequel passe beaucoup de trafic, parce que vous savez, Anéfis, ça donne directement donc sur le TRMC, et puis ça peut continuer de l'autre côté au sud ça peut continuer jusqu'à Itébédas, et puis remonter un peu donc au nord pour aller vers l'État Masna et accéder aux autres pays
voyez-vous. Donc pour eux, c'est important. Une fois qu'ils ont en effet, pour eux, c'est un blocage, puisque c'est des gens qui revendiquent l'indépendance, l'application de la charia, ils veulent un espace, et en effet, ça l'aide quand même un point très important, en plus de Kidal qu'ils pensaient avoir. Donc ils se sont, comme je l'ai dit, euphorisés de cette situation-là. Et puis, bon, pour nous, c'est important, comme je l'ai dit, parce qu'au plan tactique, d'abord, il fallait qu'on conserve en effet comme une sorte d'appât, et puis les frapper. Et le but ultime étant donc de réduire les moyens majeurs donc qu'ils ont, et eu égard à tout ce qu'ils obtiennent comme soutien de la part donc on sait des pays étrangers, parce qu'aujourd'hui les moyens que les terroristes utilisent aujourd'hui, les moyens qu'ils font sortir sont dignes comme des moyens d'État. Donc c'est pour vous dire que vraiment pour eux c'était stratégique, mais pour nous l'avancer et surtout tactique d'abord. Et plus tard, ça nous permettra de garder en tout cas donc l'emprise sur cet endroit-là. D'accord. Et est-ce qu'on va dire que cette reprise du contrôle de Anefis constitue-t-elle un point de basculement dans le conflit? Un point de basculement, peut-être oui, parce que, comme je l'ai dit pour nous, le but pour nous ultime, c'est quoi? Il faut casser les moyens majeurs de l'ennemi. Il disposait de blindés, il disposait donc de mitrailleuses antiaériennes, de canons anti-chars, et puis d'une certaine artillerie qui pouvait tirer à une certaine distance. Et il fallait vraiment qu'on attire pour tous ces engins-là pour les détruire. Et ce qui a été fait. Donc c'est surtout pour nous réduire les capacités de l'ennemi. Et ce qu'on a fait depuis d'ailleurs le 25 avril, on continue avec une campagne aérienne assez intense. Donc et du côté de l'ennemi, ça aurait pu être une bascule s'il gagnait. Mais il ne pouvait pas parce que, comme je l'ai dit, Anefis rentrait dans une stratégie globale pour nous, qui nous permettait petit à petit de réduire l'ennemi, donc ses capacités. Et puis voilà, donc il s'est laissé prendre, espérant pouvoir contrôler Anefis. Mais ce n'est pas possible. D'accord. Et qu'en est-il de la situation de Kidal? Alors, pour vous parler de Kidal, quand on dit Kidal, les gens ont tendance à voir la région. Mais en réalité, la ville de Kidal, ou la ville de Agadok, c'est une partie du Mali. Et c'est inéluctable. C'est comme un rouleau compresseur qu'on est en train de dérouler. Et on va y arriver. Voilà, on va y arriver et c'est sûr que, voilà, donc l'ennemi, en tout cas, on l'a brisé. Son rêve a été brisé cette fois-ci. Il va tenter de se reconstituer. On va continuer à les surveiller et puis à les frapper partout. Il va lever la tête, ça c'est sûr. Et nous n'avons pas fini parce que quand on a récupéré Anefis, on a cassé le verrou, on a ravitaillé nos hommes, on a continué à faire donc le ratissage et ça continue. Et même aujourd'hui, les opérations continuent. Vous avez pu voir le communiqué qui est passé tout de suite, qui fait cas de destruction toujours. Donc on continue, on va continuer à les harceler, on va continuer à les frapper jusqu'à ce que voilà donc ils se rendent ou bien voilà donc ils quittent. Voilà. D'accord. Donc après ces succès opérationnels, là, quelles sont les actions que vous comptez mener pour protéger les populations civiles et empêcher de nouvelles infiltrations? Donc vous savez, la protection des populations civiles est une partie importante de nos missions parce que c'est pour ces populations que nous nous battons. Je voudrais profiter de votre micro pour remercier les populations de la résilience et tout le soutien qu'ils nous apportent. Et je voudrais aussi mentionner les cas de l'hôpital, donc du directeur de l'hôpital de Gao, qui nous a soutenu hier avec une centaine de kits pour venir au secours, donc aider les blessés. Alors donc quand on a la chance d'avoir un pays aussi grand que le Mali, on va être confronté à certains défis, des défis frontaliers, des défis d'occupation d'espace, ainsi de suite. Donc forcément, l'ennemi va tenter toutes les infiltrations. Mais partout où ça va sortir la tête, on sera là pour répondre. Mais les populations, comme je vous l'ai dit, sont au centre de tout ce que nous faisons. Donc, nous sommes missionnés par les autorités pour les protéger, ces populations-là. Donc, nous ne pouvons en aucune manière ne pas prendre en compte cet aspect-là. Il est très important d'ailleurs pour nous, parce que notre légitimité, je dois aussi le dire, nous la tirons de cette protection des populations, parce que nous voulons rester crédibles auprès d'elles, donc remplir notre serment. Ok. Alors, quel bilan peut-on dresser aujourd'hui de l'ensemble des opérations menées suite aux attaques simultanées du 4 juillet? Oui, depuis le 4 juillet, effectivement, entre 4h, 5h moins et 5h30, on a vu donc une sorte de déferlante de vagues terroristes sur certaines de nos positions. Alors donc, elles ont toutes été contenues, brisées, et aujourd'hui on peut dire qu'on a un bilan quand même qui est en train d'évoluer en termes de destruction du côté ennemi. Je peux vous dire qu'on a dénombré plus d'un millier donc de terroristes neutralisés. Aussi en termes d'engins blindés, donc 10 au départ qui a évolué cet après-midi donc pour aller vers 14 qu'on a identifié formellement parce qu'à la rentrée d'Anefis 10 engins blindés étaient identifiés formellement. Plus tard donc les retraits ont continué, donc 4 autres ont été retrouvés à la périphérie. En termes de véhicules donc qui portent des armes légères telles que des armes antiaériennes, les U-23 et les mesures de 14-5 dans les pays lourds. Là c'est un peu plus de 20, donc 24 bien sûr. Et puis pour d'autres véhicules, des véhicules simples de transport aussi de combattants, donc des véhicules tactiques, on en a aussi détruit donc une trentaine, sans compter les motos qui vont autour de 300. Donc, et puis plein d'autres dégâts que l'ennemi a subis. Alors du côté ami, je déplore quand même, nous déplorons la perte d'une trentaine de personnes pour le moment, d'une trentaine de martyrs, de camarades qui sont tombés, paix à leur âme. Et puis voilà, donc on a des blessés aussi, une soixantaine, dont des cas graves.
Voilà, donc nous les souhaitons tous prompt rétablissement. En tout cas, le bilan, il est élogieux du côté donc des femmes et de leurs partenaires. Alors, quand on écoute en tout cas ce qui s'est dit dans les rangs de l'ennemi lui-même, alors c'est la première fois qu'il soit foudroyé de cette manière-là. D'accord. Et on va continuer à le faire parce que nous n'avons d'autres options. C'est notre pays, il faut qu'ils reviennent. Voilà, ils reviennent à la maison pour ceux qui sont maliens, pour ceux qui ne sont pas maliens, et qu'ils retournent dans leur pays. Au niveau politique, donc les conditions pour que les gens reviennent donc dans le processus de paix, il est bien clair. Donc c'est l'occasion que vous me donnez aussi de lancer un appel pour dire que notre pays il est un et indivisible et nous attendons qu'il se manifeste rapidement. Sinon, le rouleau compresseur qu'on est en train de dérouler, il doit continuer, Dieu voulant. Okay. Alors, mon général, ce n'est pas la première fois que vos troupes sont confrontées à ce genre d'attaque coordonnée. Quel enseignement tirez-vous de cela? L'enseignement principal, c'est que pour nous, c'est comme une sorte de test grandeur nature parce que voilà, donc ils ont commencé, en tout cas de manière assez violente, sinon la plus violente avant celle de l'ANEFIS là, par les attaques du 25 avril. Voilà, donc ensuite ça a continué, donc quelques semaines après pour le 4 juillet. On voit une sorte, je dirais, de reconfiguration des capacités ennemies parce que ce qu'on a détruit le 25 avril, on a vu la vitesse avec laquelle ils ont pu reconstituer. Ils n'ont pas les ressources nécessaires pour faire ça. Ils n'ont pas la capacité normale, eux-mêmes en tant que groupe armé terroriste, d'acquérir de manière donc ces armes-là, si ce n'est pas par le soutien des pays étrangers. Donc ils ont des sponsors étrangers, nous le savons. Et nous comprenons aussi qu'ils sont dans cette dynamique parce que le jeune garçon qui prend son arme et puis crie Allah Akbar avant de tirer sur le transporteur civil ou bien avant de tirer sur n'importe qui, est loin d'imaginer que alors les cartes qu'il utilise viennent des soldats qui, lui, il appelle Kafr, donc des gens qui sont en train de les soutenir, donc de loin. Donc c'est des gens manipulés, c'est des gens instrumentalisés, donc c'est des gens endoctrinés. J'espère bien qu'ils vont se rendre compte que le combat qu'ils tentent de mener n'aboutira jamais et que ça n'en vaut pas la peine et qu'ils reviendront sur le bon chemin. Voilà, donc en tout cas c'est une sorte je dirais, donc de volonté, de déstabilisation, voilà, donc qui est inspirée par notre puissance et qui essaie de passer par des pauvres jeunes dont je déplore la mort d'ailleurs, voyez-vous. Donc ils vont comprendre, j'espère bien. On espère tous. La sécurisation du territoire national est un défi aujourd'hui. Avec quel état d'esprit les FAMA font-elles face à ce défi? Alors, les FAMA font face à ce défi avec beaucoup de dignité, beaucoup de détermination. Parce que, comme je l'ai dit, quand on a la chance d'avoir un pays aussi grand que le Mali, et heureusement très riche aussi, on s'attend à ce que ce pays fasse l'objet de convoitises. Des convoitises donc internes mais aussi externes. Mais quand les deux se rejoignent, ce qui amène donc la violence à ce niveau-là. Alors, nous abordons cette question avec la détermination, parce que c'est notre mission, c'est notre serment, et nous ne pouvons faire autrement. Alors, notre peuple nous a missionné pour le protéger, pour protéger nos frontières, et puis c'est ce que nous faisons. Donc, il n'y a aucun esprit de recul. On va continuer, et puis, permettons une fois de plus de dire mes félicitations, non seulement aux soldats, et à toute la chaîne de commandement, donc du PC tactique de Gao qui a mené, donc conduit cette opération, au commandant du secteur de Kidal, toutes mes félicitations, et surtout à leurs hommes aussi. En tout cas, on est tous déterminés, et puis et tant qu'ils ne vont pas déposer des armes, nous n'allons pas le laisser. Nous allons continuer jusqu'à ce que leurs armes se taisent. Alors, un dernier message pour vos partenaires? Alors, pour dire que nous sommes avec des partenaires avec lesquels nous conduisons des opérations conjointes. Donc, je voudrais aussi leur dire notre fierté de travailler avec eux, de monter à l'assaut avec eux, de planifier les opérations avec eux, de continuer à nous battre avec eux. Alors, nous savons que le fait pour eux d'accepter de venir en partenariat avec nous et les résultats qu'on a pu engager ensemble, tout cela est le fruit quand même d'une certaine sincérité. Et c'est que nous avons tous attendu de tous ceux qui souhaitent aller avec nous, donc un partenariat dans la dignité, un partenariat dans la sincérité, et puis voilà, donc de cette manière-là, on pourra aboutir donc à de très bons résultats. Et je voudrais dire, avant de continuer, permettez-moi que quand vous regardez la situation que l'on est en train de vivre, vous voyez un peu, il y a quelques mois déjà, ces groupes armés terroristes s'est baladé et attaqué les citernes, donc à tout bout de chemin, donc avec une certaine aisance, ainsi de suite. Alors, quand on les a rattrapés, alors aujourd'hui, vous pouvez remarquer qu'ils sont en train de fuir ces citernes qu'ils attaquaient avant. Aujourd'hui, ce matin, nous avons ravitaillé Bamako avec 900 et quelques citernes. Ça, c'est ce matin, sans compter ce qui est rentré hier. On va approcher donc le millier. Alors, ils ont shifté, ils ont changé pour maintenant s'orienter vers des cibles beaucoup plus molles encore. Des civils qui voyagent, qui n'ont rien à voir avec voilà, donc les cieux pour lesquels ils revendiquent se battre. Et puis voilà, donc là aussi, quand on a pu les rattraper, les frapper, maintenant,
Ils se cachent et difficilement on les voit. Ils se manifestent. Et puis la dernière tentative, c'est celle du 4 juillet. Et puis je crois qu'ils en ont retenu une très bonne leçon. D'accord. Merci beaucoup, mon général, pour toutes ces précisions et encore félicitations à vous et à vos hommes. Voilà les explications, les amis. C'est un peu long, mais c'était nécessaire. It was very, very necessary to listen to le général de division Élisée Jean Dao. Vous savez, le Mali connaît une situation terrible, mais le président Assimi Goïta rassure les Maliens. Il y a aussi le président du Burkina Faso qui avait parlé de l'hiver noir, et c'est l'hiver noir, mais ça va passer parce que les forces armées de l'AIS sont en train de faire le travail.